Christophe sur France Maghreb 2. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, bienvenue, j'espère que vous allez bien. C'est mercredi, nous sommes le 13 mai, ravis de vous retrouver. On est ensemble et avec vous jusque 18h30. Et comme maintenant le mercredi, elle est avec nous et c'est un réel plaisir, d'autant plus qu'elle va vous gâter tout à l'heure dans le quiz du Ramadan. Madame Samia Chiki, bonjour Samia. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Un plaisir d'être parmi vous également. Alors Samia, on va gagner quoi aujourd'hui ? Ben écoute, le jeu Les 5 piliers avait fait plaisir lors du premier quiz. Donc aujourd'hui, on va proposer donc, aux auditeurs et auditrices de regagner le dernier jeu donc, pour ce mois de Ramadan, donc les 5 piliers. Très bien, donc le jeu des 5 piliers a gagné tout à l'heure. Il faudra être connecté en live sur France Maghreb 2 et sur Christophe Le Grand Forum, bien sûr, pour jouer avec nous et répondre aux questions de Samia Chiki. Emmanuel Michael, comment ça va, mon Emmanuel ? Bonjour à toutes et à tous, ça va très bien. Et toi, Christophe ? Eh ben très très bien. Philippe Boyaki, comment il va ? Il est encore sorti hier soir. Comment ça ? À l'insu de malgré. Ah non, ouais. T'as été au Trocadéro, t'as été où encore ? Au Sacré-Cœur. Canal Saint-Martin. Canal Saint-Martin. Qui est de la Seine. Ah, il y avait du monde. Mais ça y est, le mec. Alors les flics. Ah, alors, moi, je tiens à dire quelque chose. Moi, je n'irai plus jamais de ma vie aux marches contre les violences policières après ce que j'ai pu voir hier à Paris. Moi, je ne vous crois plus. Bah, écoute, moi, je sais pas, je n'ai pas vu les mêmes choses que j'ai vues dans les vidéos en banlieue. J'ai vu des gens très polis, très avenants, qui demandaient gentiment aux gens, s'il vous plaît, auriez-vous l'amabilité de ne pas être plus de 10, parce que bon, c'est pas encore officiel, mais c'est pour votre sécurité. Non, mais vraiment, d'une amabilité, d'une gentillesse déconcertante. Moi, je dis, vive la police nationale. Bravo. Très bien. Non, ça, c'est l'humour à la Bouriaki. Dans un instant, Razik Metich, il arrive à se connecter. Quelques soucis de connexion, paraît-il. Il sera avec nous dans un instant. Bon, c'est pas encore aujourd'hui que je vais me faire des amis, moi, mais quand même, excusez-moi, mais il y a des choses quand même qui font que c'est gravissime quand même. On va parler tout à l'heure, Samia, de ces ressortissants marocains bloqués. On va parler principalement en Algérie, à Oran. Ils ont manifesté devant le consulat du Maroc, ce qui est tout à fait légitime, hein. Sauf que le consul du Maroc est sorti avec une phrase absolument, comment dirais-je, peu glorieuse. Abjecte, merci beaucoup. Propos indignes même de la part d'un consul. On en reparle dans quelques instants. Votre avis nous intéresse, mais moi je demanderai l'avis des gens objectifs, hein, pas des nationalistes exacerbés. Ça, cela ne m'intéresse pas. Alors, on va commencer par le zapping, messieurs et dames, avec quelques vidéos, évidemment. Et on va parler justement. Alors, de quoi on va parler ? On va parler de ces quartiers, justement, que Philippe nous parlait pas, hein, il y a quelques instants, à savoir les quartiers défavorisés. Et justement, en Île-de-France, ces fameux quartiers sont principalement victimes du Covid-19. D'ailleurs, vous savez que depuis ce matin, on dit la Covid, hein, plus le Covid. C'est ce que j'ai entendu ce matin. Donc, oui. Voilà. C'est l'académie, je crois. Voilà, c'est ça. Donc, les quartiers défavorisés, principalement victimes donc du Covid-19. Regardez ce reportage. La hausse de la mortalité constatée depuis mars s'avère nettement plus marquée dans les territoires où la densité de population est plus élevée. Ainsi, entre mi-mars et début avril, le nombre de décès a été multiplié par 2 environ dans les départements franciliens. La Seine-Saint-Denis a été particulièrement touchée, avec une surmortalité de plus 118,4%. Un chiffre qui s'explique par plusieurs facteurs. Le premier, social. Plus de 570 000 habitants vivent dans un ménage comptant moins d'une pièce par personne en Seine-Saint-Denis, rendant les gestes barrières plus difficiles à respecter. Celui lié à l'emploi, une plus grande proportion d'habitants a continué son activité professionnelle, faute de pouvoir télétravailler. Ils ont donc été plus exposés au virus. Et enfin, le facteur sanitaire. On compte en proportion plus de personnes traitées pour diabète en Seine-Saint-Denis que dans les autres départements franciliens. Si des différences peuvent également exister à l'échelle d'une ville ou d'un quartier, cette étude tend à montrer que les personnes précaires sont plus durement frappées par l'épidémie. Oui, en même temps, c'est pas très étonnant, hein, bien entendu, de savoir cela, que dans les quartiers défavorisés, le Covid est frappé davantage parce que les gens ont été obligés d'aller travailler. La promiscuité dans les appartements,
il y a tout un tas de raisons en fait qui font, Samia, que finalement, ce que nous dit, ce que nous apprend ce reportage, nous apprend rien finalement. On le savait déjà. Samia. Alors peut-être. Oui, voilà, c'est bon, on t'entend. Oui, ouais. Oui, je te dis, comme tu viens de le dire, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Donc la promiscuité des appartements, donc et puis le fait que effectivement les gens qui ont un niveau de vie assez faible sont contraints d'aller travailler, donc sont beaucoup plus exposés également. Et puis il faut noter une chose, c'est également le manque de structures médicales et de matériel médical également dans les hôpitaux de Seine-Saint-Denis. En plus. En plus, oui, je te donne l'exemple de l'hôpital de Bobigny qui a accueilli énormément de cas Covid-19, mais qui n'était pas du tout équipé pour ça. Donc, ça a été vraiment la panique à bord et ça a été une crise supplémentaire à gérer. Donc là, ce sont les dommages collatéraux de cette crise sanitaire en Seine-Saint-Denis, bien sûr. Évidemment. Emmanuel, sur ces quartiers, tu partages tout à fait. Et puis, mais je pense que c'est, même si on le sait, c'est quelque chose qu'on a entendu, oui. Ouais. Mais je pense que c'est quand même important de le signaler parce que là, on arrive dans la phase de déconfinement progressif, ce qui est appelé comme ça par le gouvernement. Et faut garder en tête qu'il y a des endroits qui sont toujours en zone rouge et qui vont continuer de l'être pendant un petit moment. On a parlé de la Seine-Saint-Denis parce que c'est vrai que c'était l'un des départements français les plus touchés. Je pense que c'est même le plus touché parce que il y a tous les critères qu'on a évoqués, la densité de population, également, voilà, les conditions sanitaires initiales qui sont pas forcément les meilleures au départ. Les hôpitaux qui ont été très vite saturés, justement, parce que la capacité d'accueil n'est pas suffisante par rapport à une telle densité de population. Sans compter, et ça je peux vous l'assurer parce que j'ai des gens à qui c'est arrivé, que je connais d'assez près, qui sont rentrés dans un hôpital, je ne veux pas nommer le nom, mais pas loin de Aulnay, pour une maladie qui n'avait absolument rien à voir avec le Covid. Ils ont attrapé le Covid là-bas, ils en sont morts. Ouais, tu vois. C'est ça. Non, mais aujourd'hui, c'est ça qui se passe, ce qui s'est passé dans les hôpitaux en Île-de-France. J'en connais deux. Voilà, deux personnes à qui c'est arrivé. Ils sont rentrés dans cet hôpital pour une maladie X ou Y. Une semaine après, au moment de sortir, ils avaient de la fièvre et il se retrouve qu'ils ont été testés positifs au Covid. Voilà. Et ils en sont morts. C'est terrible, hein. C'est ça. Je pense Razik est arrivé, je crois. Razik Metiche. Bonjour à vous, désolé du retard, dysfonctionnement du réseau malheureusement. Bonjour à tous. Bon, alors mon Razik, ce que j'évoquais là. Oui, je vous écoutais. Oui. Dans un hôpital en Seine-Saint-Denis, on dira pas lequel. Il y a des gens qui sont rentrés et qui ont attrapé le Covid là-bas et qui en sont morts. Hein. Absolument, absolument. Et c'est pas malheureusement, c'est pas juste une anecdote, c'est le nombre de cas réellement de personnes qui rentraient pour des pathologies bénignes ou des pathologies pas graves ou dans le cadre d'un suivi d'une maladie chronique ou d'une maladie assez grave. Le nombre de personnes qui sont entrées dans des hôpitaux de séquano-donisiens et qui sont ressorties avec le Covid est hallucinant. Le nombre de maladies nosocomiales, malheureusement, sera regardé de près et je vais aussi abonder dans le même sens. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la Seine-Saint-Denis, c'est un désert médical à 3 km de Paris. Pour l'avoir vécu et pour le vivre encore et étant balbinien de naissance et jusqu'à maintenant, le nombre de retraites, le nombre de médecins retraités est très difficilement remplacé et au-delà même de remplacer numériquement en termes de valeur et de qualité de soins, on est en train de perdre la partie en Seine-Saint-Denis. Clairement, faut retirer un moment le signal d'alarme parce que le nombre de cabinets médicaux qui ferment, le nombre de retraités, de médecins retraités, des anciens médecins de famille, et je pense que ça peut parler à beaucoup de monde qui nous écoute, des médecins qui ont suivi nos familles entières, qui sont ensuite partis à la retraite et qui sont remplacés ou pas. Et lorsqu'ils sont remplacés,
avec des médecins qui donnent pas forcément ouais, qui mettent pas forcément le même investissement ou le même amour, j'ai envie de dire même Mhm. dans ce métier-là, ça se voit et en bout de chaîne, bah, ça donne une Seine-Saint-Denis avec un taux Mais je crois que ce problème est surmortalité. national, hein, Razik, hein, parce que vraiment, il y a Oui, dans mais des campagnes, par exemple, la bien sûr, désertification des médecins médicales est très criante. Hein. De bien sûr. partout, mais je Après, pense que ça c'est se comprend dans les frappant aussi. campagnes, mais à 3 kilomètres de Paris, j'ai un peu plus de mal à comprendre. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, Complètement. euh, oui, Samia, après, Oui, tu as quelque chose à d'ailleurs, il y a rajouter? oui, non, d'ailleurs, il y a une tribune qui a été signée par plusieurs soignants sur Mediapart. Et il y a un témoignage justement d'une des soignantes qui s'appelle Caroline Koch, qui a écrit, donc, qui exerce à l'hôpital Avicenne à Bobigny, et qui a écrit très vite, nos services de réanimation ont été saturés. Depuis 2 semaines, on souffle un peu. Les unités Covid commencent à être démantelées, mais on craint réellement un retour des malades en raison du déconfinement. Ouais. Justement, c'est la question du jour qu'on vous pose aujourd'hui. Est-ce que vous craignez un reconfinement? Parce que effectivement, on a l'impression que bah, tout le monde s'est un peu déconfiné, un peu plus tôt que prévu d'ailleurs. Hein. Il y en a beaucoup qui n'ont pas attendu le 11. Et parce que peut-être pour certains n'ont pas eu le choix, d'autres qui en avaient marre. Bon, bref, il y a tout un tas de raisons. On n'est pas là pour porter des jugements pour qui que ce soit. Cependant, on est là pour peut-être éventuellement s'inquiéter et avoir des inquiétudes justement sur l'opportunité de 10 à 15 jours, voire 3 semaines. Comment ça va se passer? Est-ce que là, on a un peu géré un petit peu à l'aveugle, hein, ce déconfinement? Il faut bien le dire. C'est pas moi qui le dis, ce sont là des professeurs, des médecins qui le disent. Est-ce que les résultats vont être peut-être dans 3 semaines, un mois, même pas, de reconfiner une partie de la population? C'est la question que l'on vous pose sur le grand forum FM2 sur Twitter. Philippe, est-ce que les gens sont inquiets? Est-ce qu'ils ont peur d'être reconfinés? Ouais, mais clairement, à plus de 66%, 66,7 exactement, les gens répondent oui. Eh bien, vous continuez de voter pour nous donner votre avis. On vous demandera votre avis. On demandera l'avis de nos chroniqueurs débatteurs aujourd'hui, dans quelques instants, évidemment, sur France Maghreb 2. Juste, on enchaîne avec la suite de ces zappings et pas moins de 63 plaintes qui sont ou qui vont être déposées contre qui? Contre le gouvernement. Regardez. Edouard Philippe, et certains ministres risquent-ils d'être jugés pour la gestion de la crise du Covid-19? Je vous pose la question parce que François Molins a annoncé hier que 63 plaintes avaient été déposées devant la Cour de justice de la République. C'est sérieux? C'est crédible? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors François Molins, c'est le procureur général, donc voilà, il fait cette annonce. Il y a des plaintes, a-t-il dit, 63 qui sont fantaisistes, écrites sur une feuille à la main, il n'y a pas d'argument, mais d'autres plaintes qui sont le fait de soignants, de collectifs de soignants, des infirmières, des médecins, 20 pages argumentées, a dit François Molins, qui vise, on va le voir, Édouard Philippe, Agnès Buzyn, Olivier Véran, Muriel Pénicaud, elles, oui, sont sérieuses parce que ces soignants disent, au début de l'épidémie dans l'hôpital public, les conditions sanitaires de l'exercice de notre profession n'étaient pas satisfaisantes, l'État employeur nous a mis en danger et donc nous demandons des comptes à l'État employeur, donc c'est sérieux. Donc c'est sérieux, effectivement, ça va se passer comment, Jean-Michel? Alors évidemment, la Cour de justice de la République, c'est une mécanique complexe. C'est la seule qui a autorité à étudier juridiquement le comportement des ministres. Aucune autre juridiction ne peut le faire. Et donc, dépôt de plainte, une commission des requêtes. La commission des requêtes, c'est un magistrat professionnel, classe sans suite ou transmet au procureur général. Le procureur général transmet, et c'est simple. Donc ça prend beaucoup de temps, c'est ce que vous nous dites, Jean-Michel. Ça prend beaucoup de temps, 2-3 ans, ça prendra avant qu'il y ait éventuellement un procès, mais c'est aussi sérieux. Ce sont des filtres. On ne va pas attaquer des ministres comme ça, n'importe comment. Il y a plusieurs étapes qui permettent de distinguer les fantaisistes, les actions purement politiques, de la demande de responsabilité légitime. Nous sommes en démocratie et ceux qui agissent en notre nom doivent pouvoir rendre des comptes, y compris sur le plan judiciaire, évidemment. Voilà, et ça peut intervenir dans combien de temps? Alors, on va dire 2-3 ans, c'est long, bien sûr. Oui. On perdra peut-être la mémoire de la crise. Après tout, il faut l'espérer qu'on en sortira et qu'on en perdra un peu la mémoire, mais ça pourra venir un jour. Ça n'est pas une première. Laurent Fabius, Premier ministre, avait été jugé en 1999 dans l'affaire du sang contaminé.
acquitté d'ailleurs, mais son secrétaire d'État à la santé, Edmond Hervé, avait été condamné pour homicide involontaire. Alors là, ça va donc durer 2-3 ans. C'est violent comme attaque. Pour ceux qui dirigent l'État, on dit que tout ceci affecte beaucoup Édouard Philippe. Après tout, on peut le comprendre, ça ne favorisera pas les vocations politiques, ça c'est certain, mais en même temps, on ne peut pas reprocher à des citoyens d'utiliser les droits qui existent. Et puis, la commission d'instruction, notamment de la Cour de justice de la République, peut être intéressante pour comprendre le fonctionnement de l'État, et peut-être même ne mettra-t-elle pas en cause la responsabilité des ministres actuels, mais des ministres précédents. Donc c'est instructif. Voilà. Jean-Michel Apathy sur LCI, messieurs, dames. Ça, c'est la vie. On en reparle évidemment très vite. On va balancer la pub rapidement et on est de retour évidemment dans un instant sur France Maghreb 2. À tout de suite. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Alors c'est intéressant cette histoire de 63 plaintes qui ont été déposées contre le gouvernement. Il y a plein de choses intéressantes de ce que nous dit Jean-Michel Apathy. D'abord que Édouard Philippe pourrait se sentir affecté par ces plaintes parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'il porte toute la responsabilité sur ses épaules de toute cette incompétence collective. Et on a l'impression qu'en ce moment, il y en a un qui se cache quand même assez bien, c'est le chef de l'État. À tel point qu'on se pose la question à savoir de qui est le chef de l'État en ce moment. Razik, tu ressens pas un peu ce mec qui se cache là, Emmanuel Macron, qu'on voit plus en ce moment? Un petit peu. Je trouve que dans le duo de l'exécutif, le personnage fort aujourd'hui aux yeux des Français, c'est Édouard Philippe, ce n'est plus Emmanuel Macron. Oui. Voilà. D'ailleurs, ça se voit dans les sondages. Ça saute aux yeux, complètement. Ouais. Et le fait qu'il y ait des plaintes, donc qu'ils soient déposées, que ça va prendre du temps effectivement pour que les ministres en question soient jugés, c'est tout à fait logique. Je veux dire, aujourd'hui, il y a eu défaillance collective. Je veux dire, c'est pas un secret pour personne. Hein. Emmanuel, là-dessus, sur les 63 plaintes, c'est pas rien quand même. Hein. Justement, je pense que c'est bon. Ça. Là, on ressent vraiment qu'on est en démocratie et qu'il faut. Ah bah oui. De toute façon, pour moi, les erreurs doivent être pointées du doigt et doivent être jugées, que ce soit le président, que ce soit peu importe quelle personne. Du moment où il y a une erreur, il faut qu'elle soit analysée, qu'elle soit punie si c'était vraiment de sa responsabilité et qu'on en tire les conséquences pour la suite. Parce que si on dit tout est beau, tout est rose, bah à la fin, il n'y a jamais rien qui change et on voit les résultats que ça peut apporter, comme on le constate dans cette crise. Samia, 63 plaintes déposées contre le gouvernement par des infirmiers, par des soignants, personnel médical, par des avocats aussi. Je trouve que 63, vu l'ampleur c'est pas beaucoup et les dégâts de la gestion de cette crise, c'est peu. Vu le nombre de médecins également. Mais ils se sont regroupés. Qui sont morts suite au virus, très certainement parce que justement ils n'ont pas assez été protégés, on ne leur a pas donné ce qui était nécessaire, donc oui, 63 c'est vraiment très très peu. Tu disais, Emmanuel? Il me semble que c'est des collectifs en fait, c'est plusieurs collectifs qui se sont regroupés pour certaines plaintes, ce qui explique qu'il n'y en ait pas autant que ça en fait. Mais c'est certainement des collectifs de soignants ou des collectifs de proches de victimes ou ce genre de choses-là, je pense, qui expliquent ce nombre. C'est possible. Après, moi, j'avais parcouru un petit peu le cas de l'épouse d'un médecin qui est décédé, Éric Loupiac, et donc qui a porté plainte, elle, contre l'Agence régionale de la santé et également donc contre le ministre de la Santé actuel, Véran, et donc le prédécesseur, Agnès Buzyn. Donc quand elle raconte son histoire, les circonstances dans lesquelles sont décédés son époux, bon, elle explique qu'elle le fait plus si tu veux, c'est plus pour rendre honneur et c'est plus un hommage pour son mari, mais pour essayer également de mettre en exergue les manquements de l'État. Et je pense que justement, tous ceux qui ont été victimes de cela devraient rejoindre ces collectifs s'ils existent, comme tu viens de le stipuler, Emmanuel, et déposer des plaintes. Parce que justement, l'État doit faire face à ses responsabilités. Il y avait aussi un avocat qu'on a reçu il n'y a pas longtemps, Brouza, qui avait dit qu'il porterait plainte, justement, qu'il déposerait en justice
concernant l'illégalité du confinement, l'illégalité aussi de toutes les amendes qui ont été mises sur attribuées aux gens, parce qu'il considère, il l'a expliqué juridiquement parlant, que pour lui, elles étaient illégales. Donc voilà. Et juste un petit mot aussi sur cette histoire des plaintes, parce que on avait donné la référence du sang contaminé, qui est un peu, Ouais. comparaison n'est pas raison, mais c'est un peu la référence que tout le monde a à l'esprit. Juste rappeler, comme cela a été dit, Laurent Fabius a été acquitté, et on nous avait pondu à ce moment-là tout un principe, tout un synopsis juridique qui disait que ces gens-là étaient responsables mais non coupables. J'ai bien Ouais. peur que 20 ans après ou 30 ans après, ils nous refassent le coup. Enfin, si on reprend les choses telles qu'elles doivent être prises, on peut voir qu'aujourd'hui, on a un pouvoir politique qui ne jouit plus de la confiance de ses citoyens et que seul un acte fort tel que tel que la mise en évidence des responsabilités de tout à chacun dans cette affaire pourra faire en sorte que les citoyens refassent confiance en leur politique. Je pense que là, la justice devra prouver qu'elle est totalement indépendante et de surtout aller au fond des choses. Moi, réellement, je vais garder mon calme, mais c'est révoltant ce qui s'est passé. On a envoyé notre première ligne pour reprendre pour reprendre le vocal, pour reprendre le champ lexical du président de la République. On a envoyé notre première ligne avec des sacs poubelles, avec des masques, en tissu à qui on demandait aux personnes Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. De retour sur France Maghreb 2 en direct, après la pub, bien entendu, avec Razik Metiche, qui s'est fait couper le sifflet, mais royalement, Samia Chiki, Emmanuel Michael et Boryaki, qui est évidemment à la réalisation. Razik, tu avais un petit coup de colère. Il a été un petit peu interrompu, mais parce que voilà, il fallait reprendre l'antenne. J'espère que la Cour de justice de la République prendra la mesure de la crise sanitaire et de l'impact de cette crise qu'aura eu, et des conséquences. Comme je disais, on a envoyé notre première ligne quasiment sans matériel. Et lorsqu'on voit le nombre de maladies, le nombre de personnes qui sont décédées parce qu'ils n'avaient pas leur masque FFP2, parce qu'ils n'avaient pas les surblouses, parce qu'ils n'avaient pas des visières de protection, et que même à l'heure où on parle aujourd'hui, si on va dans certains hôpitaux, c'est encore en flux tendu. Donc voilà, lorsqu'on a eu des ministres, moi je repense à Sibeth Ndiaye, excusez-moi de le dire, Sibeth Ndiaye, tout le mois de mars, ça nous a expliqué qu'il n'y avait pas de problème de stock de masques. Et lorsque la pénurie est arrivée, il n'y avait plus de masques. Donc au bout d'un moment, ces gens-là devront, selon moi, répondre de leurs agissements. Elle est occupée à fumer une clope dans son bureau, je te dis. On fume pour décompresser, je pense. Bah voilà, c'est ça. C'est que ça doit être dur quand même d'être porte-parole d'un tel gouvernement. Ça doit être très compliqué, les amis. Bon, soyez les bienvenus. 01 40 33 9000, évidemment. Tiens, puisqu'on est dans les coups de gueule, alors voici un royal. C'est celui d'une médecin qui est vraiment en colère par rapport à ce qu'on leur demande là. Vous savez, avec les nouvelles applications concernant la détection du Covid-19, de signaler à l'État et de signaler également toutes celles et tous ceux qui auraient fréquenté la personne. Enfin, là, le médecin, elle a dit non, il n'en est pas question. Je ne veux pas participer à ce qu'elle appelle de la délation. Écoutez son coup de colère, pardon, et on en reparle dans un instant. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Hélène Potriche, je suis médecin généraliste à Séverac-le-Château, c'est en Aveyron. J'ai décidé aujourd'hui de faire cette vidéo pour vous faire part de toute ma colère, aussi bien en tant que médecin qu'en tant que citoyenne. Tout d'abord, ma colère de médecin, à qui le gouvernement demande de trahir le secret professionnel, en signalant non seulement mes patients qui seraient dépistés positifs au Covid-19, comme cela se fait déjà pour les maladies à déclaration obligatoire, mais également toutes les personnes qui ont été en contact avec eux durant les 2 semaines qui précèdent le dépistage positif, en donnant leurs coordonnées, nom, adresse et même numéro d'immatriculation à la sécurité sociale. Tout cela pour leur envoyer une brigade sanitaire, appelée pompeusement ange gardien. Quelle hypocrisie! Moi, j'appelle cela de la délation. Et comme le gouvernement sait très bien qu'il ne peut pas nous obliger à le faire, eh bien, il nous paye pour chaque signalement. J'appelle cela de la tentative de corruption. Moi, je refuse de faire tout signalement. Notre médecin traitant, comme moi, on est tout à fait capable de vous soigner, de vous donner les conseils nécessaires, de s'occuper également de votre entourage et des personnes contacts qui le désireraient.
Nous n'avons besoin ni de la sécurité sociale, ni du gouvernement pour vous soigner en garantissant le secret professionnel. Votre état de santé ne regarde personne. D'autre part, on nous a interdit de prescrire l'hydroxychloroquine, sous peine de radiation par le Conseil de l'Ordre. C'est un abus de pouvoir, c'est une perte de liberté. J'exerce depuis une trentaine d'années. J'ai prescrit de nombreuses fois l'hydroxychloroquine, en toute connaissance de cause, en respectant les précautions d'usage, et jamais je n'ai eu un accident. Je réclame donc ma liberté de prescription, d'autant que ce médicament aurait pu probablement sauver des vies. Je dénonce également l'incompétence de l'État et sa violence envers le personnel soignant, qui n'a toujours pas le matériel adéquat pour vous soigner. J'accuse donc le gouvernement de crimes contre son peuple et d'abus de pouvoir. Je voulais également vous témoigner ma colère de citoyenne. Oui, bon après c'est la citoyenne qui parle. Là, c'est très intéressant, très instructif dans ce que nous dit ce médecin, Samia Razik et Emmanuel. Elle nous dit effectivement qu'elle ne souhaite pas dénoncer aussi ceux qui ont fréquenté la personne. Elle nous dit que les médecins sont payés pour le faire et qu'elle ne veut pas participer à ce genre de choses. Bref, il y a toute une série de choses quand même qui paraît quand même hallucinant, incroyable. Samia, qu'est-ce que t'en penses? Bah, quand tu entends ça, tu te demandes si tu es encore dans ce pays, la France, état de droit, état de liberté. C'est plus la France des Lumières, ça devient la France de l'obscurantisme. C'est hallucinant, mais le pire, c'est qu'ils ont tendance à banaliser ça. Donc, il y a un moment donné où ça va rentrer dans la normalité. C'est-à-dire là, on essaie en fait de faire travailler un petit peu les mentalités, de les convaincre que si on les trace, c'est pour leur bien-être, c'est pour leur sécurité, alors qu'en amont, tout ce qui était nécessaire de faire pour leur sécurité n'a pas été fait. Donc, quand il s'agit justement de tracer et puis d'avoir de recueillir un maximum d'informations sur vous, tout est fait, tout le nécessaire est mis en place. Mais quand on demande à l'État d'assurer le minimum vital, comme je sais pas moi, approvisionner en masques ses médecins, sa population, là ça devient problématique. Donc moi, qu'est-ce qui est le plus grave, Samia Razik, Emmanuel? Est-ce que c'est le fait effectivement de signaler des éventuels malades du Covid-19 et ceux qui ont eu à les côtoyer pour éviter justement de propager justement l'épidémie, ou est-ce que c'est de radier un médecin parce que elle a prescrit de l'hydroxychloroquine? Moi, ça me choque, quoi. Qu'est-ce qui est le plus grave dans cette histoire? Les deux Ouais. Les deux sont choquants. Là, en fait, on interfère carrément dans la pratique médicale. C'est ça, oui. Enfin, c'est comme pour les enseignants. Là, tu sais, avec le protocole sanitaire, il y a eu tout un document qui leur a été remis où on leur demande aussi, pareil, de faire de la délation. J'ai vu passer ça, Samia. Tu nous en diras tout à l'heure. Je te poserai la question parce que j'attendais que tu sois là pour que tu nous en parles. Ouais. Razik, qu'est-ce qui est le plus grave dans ce qu'on vient d'entendre de la part de ce docteur pour toi? Je vais aller dans le même sens que Samia, les deux mon général. D'un côté, on a un médicament qui était un des médicaments les plus usités au monde, qui est l'hydroxychloroquine et la chloroquine, qui était dans toutes les pharmacies, dans toutes les pharmacies de maison depuis 50, 60 ans, même 70 ans. Utilisé par les militaires. Utilisé par les militaires, utilisé en Afrique, utilisé contre le paludisme, utilisé dans un certain nombre de maladies, et qui du jour au lendemain a été classé comme un poison. Et de ce fait, ne pouvait plus être délivré par les médecins. On marche sur la tête réellement. Ça veut dire que essayer d'expliquer objectivement parlant, scientifiquement parlant, les tenants de cette classification est impossible. Cela signifie que il y a aucune explication médicale qui tienne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose concernant l'état d'urgence sanitaire, parce que c'est bien de ça dont il s'agit,
On a pris malheureusement en France, depuis un certain nombre de temps, surtout depuis cette décennie, la fâcheuse habitude de sortir de l'état de droit. Je m'explique. Ça veut dire que lorsqu'on a eu les attentats, on a eu un état d'urgence qui a été pondu. Et là, aujourd'hui, lorsque nous sommes face au coronavirus, on a mis entre parenthèses état de droit en ayant ce qu'on appelle l'état d'urgence sanitaire. Ce qui signifie que le Parlement est quasiment bâillonné, ce qui signifie que l'exécutif a toute largesse et largeur pour prendre les décisions pour faire face à la crise. Le problème, c'est comme l'a dit Samia, c'est lorsque l'on met autant d'énergie pour le traçage, pour restreindre les libertés publiques sous couvert de santé publique, ça je veux bien l'entendre. Lorsqu'on met autant d'énergie pour cela et que dans le même temps, on ne sait même pas commander des masques, excusez-moi, ça tient pas. Ça veut dire, moi, j'ai beaucoup de mal avec un gouvernement qui surréagit au moment où c'est trop tard. Ça veut dire, il aurait fallu prendre le problème bien en amont, comme l'ont fait les Allemands. Les Allemands, eux, ils ont eu un des premiers cas en Europe détectés à Munich, de mémoire, c'était le 16 janvier 2020. À partir du 16 janvier 2020, ils sont passés en état de guerre. Mais sauf qu'ils l'ont pas dit à la population, c'est que chacun a fait son travail. Les médecins soignaient, les laboratoires testaient, les fabricants de masques fabriquaient des masques et les politiques ne racontaient pas des salades à leurs citoyens. Nous, on a eu tout l'inverse, malheureusement, et c'est assez déplorable. Et vraiment, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on a maintenant cette facilité, et je le dis comme je pense, on a vraiment une facilité en France à sortir de l'état de droit. Pourquoi l'état de droit n'était pas en mesure de répondre à la crise sanitaire? Moi, je me pose encore la question. Emmanuel, peut-être a-t-il la réponse? J'ai pas la réponse et pour le coup, je pense que je vais pas me faire d'amis aujourd'hui dans ce que je vais vous dire. Je partage en grande partie ce qui a été dit avant moi, mais je trouve que dans le fichage, hein, comme on l'appelle, il y a quand même une nécessité qui s'est avérée euh, positive en fait dans l'application de ce qui a été fait notamment en Asie. On voit que le fichage, alors nous ça nous perturbe parce qu'on n'a pas cette habitude-là. En tout cas, c'est pas dans les mœurs françaises de notre état de droit comme on en parlait tout à l'heure. Mais ça n'empêche qu'en Asie, dans certains pays qui sont pourtant des démocraties, ça se fait et ça a marché. Faut le dire vite, démocratie. Hein. Ça dépend où. Quel pays? La Corée du Sud, ça reste un pays démocratique. Oui, mais on peut dire ça de tous les pays dans ce cas, effectivement. Mais je pense que même la France, faut le dire vite. Alors là, je le dirais pas pour le coup, mais c'est vrai que tout ce qui peut nous aider à sortir le plus rapidement possible de ce contexte sanitaire aussi préoccupant qu'on le vit depuis des mois maintenant, eh ben on doit le faire. Alors je suis complètement d'accord sur le fait que ça a été très mal géré dans le départ, dans l'anticipation. On a vu la différence entre la gestion allemande et la gestion française. Je suis tout à fait d'accord avec Razik et avec Samia également sur ce point-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, pour sortir de ça peut-être le plus rapidement possible, il faut le dire, il faut pouvoir peut-être faire ce fichage-là, tester massivement et puis s'habituer à vivre. Il faudrait qu'il y ait des tests, Emmanuel. Ils sont où les tests? Oui, t'en as vu, toi? Ben, normalement, ils doivent être là. Hein. Mais je pensais que tout serait prêt pour le 11 mai. Il y aurait suffisamment de masques pour tout le monde, suffisamment de tests. T'as pas vu les serpillères qui circulent comme masques là? Non, mais est-ce que vous avez déjà porté un masque? Moi, je vous pose la question vraiment, parce que ça m'est arrivé pour la première fois hier. C'est affreux, c'est affreux. C'est affreux. Bah, surtout quand on a des moi lunettes. personnellement, excusez-moi, hein, je ne supporte pas. Imagine le personnel enseignant, mais bien sûr. Le personnel médical, pardon, et maintenant le personnel enseignant également. Mais imagine le personnel médical qui doit porter ses masques parfois 3 à 4 heures non-stop parce que quand ils sont horrible. Dans une chambre de réa, le personnel soignant est dans la chambre de réa pendant 2 heures, 3 heures, parfois même plus, le temps de prodiguer les soins. Donc, ils ne peuvent pas retirer ce masque-là pendant des heures. On a vu, il y a eu des images, hein, leur visage avec les traces de brûlure du masque et des élastiques. Donc, moi, effectivement, je l'ai porté pour la première fois hier parce qu'en 2 mois de confinement, je ne suis quasiment pas sortie. C'était presque ma première fois hier. Et j'ai eu du mal à respirer. On a du mal à respirer. Pareil. Enfin voilà, c'est éprouvant, mais on est encore plus face à la dure réalité. C'est ça. Alors,
Justement, je vais avoir besoin de votre avis qui nous intéresse, que vous soyez en train de nous regarder sur France Maghreb 2, Christophe Le Grand Forum, ou vous qui nous écoutez à la radio, nous appelant au 01 40 33 9000. Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous craignez qu'on soit reconfiné? C'est la question que l'on vous pose et a priori, vous êtes 66% à le craindre sur Twitter, Le Grand Forum FM2 pour voter. On posera l'avis dans un instant à nos camarades ici présents, y compris à Bouriaki, qui est très silencieux aujourd'hui. Mais avant toute chose, je voudrais qu'on écoute Samia Chiki, parce que l'actualité, évidemment, de tout ce que l'on évoque depuis tout à l'heure est très dure et très importante, mais l'injustice se poursuit dans la belle terre de Palestine, où encore un jeune Palestinien est mort aujourd'hui sous le coup d'une armée qui ne veut pas offrir cette justice et cette liberté à cette jeunesse, à ce peuple palestinien. Samia Chiki a réservé une petite chronique justement pour relater cette histoire. Oui, merci Christophe. Alors, ce matin, dès le réveil, j'ai eu une surprise très désagréable. Mais finalement, pas une surprise parce que ça devient quasi quotidien. Alors, j'ai voulu marquer le coup et donc écrire un hommage. Il y a ces nouvelles sur notre fil que nous voyons défiler, sur lesquelles nous nous arrêtons quelques secondes. Nous lisons, nous partageons, nous commentons ou alors nous passons notre chemin. Puis il y a celles qui sont douloureuses à lire, à voir, sur lesquelles nous restons des minutes durant, à nous recueillir, à réfléchir sur l'ignominie humaine et invoquer le Tout-Puissant. Zied El-Kizia, 15 ans, froidement, monstrueusement tué en cette dernière dizaine du mois de Ramadan, d'une balle dans la tête. Que Dieu lui accorde sa miséricorde et une vaste demeure au paradis. Assassiné à Hébron, à cet âge où nous rêvons, nous aspirons à tant de choses. Pour lui, enfant de Palestine, c'est très certainement un monde meilleur où justice et paix seraient instaurées pour son peuple, sa patrie, qu'il devait souhaiter. Toi, enfant d'une des plus anciennes cités du Proche-Orient, au sud de la Cisjordanie. Théâtre de crimes odieux commis quotidiennement par l'occupant. N'aie crainte, tu ne seras jamais perdant. Zied, Allah rahmak, que Dieu t'accorde miséricorde. Cette douleur atroce dans la poitrine que ressent ta mère, ces larmes chaudes qui coulent sur les joues de tes proches, ne seront pas vaines, car la justice divine existe, et lorsqu'elle frappera, ton assassin regrettera, mais il sera trop tard pour lui. Merci Samir, merci beaucoup parce que c'est rempli d'émotions, c'est voilà, est-ce que on ne s'habituera jamais, voilà, Razik, à ce qui se passe là-bas. Ouais, très compliqué de rebondir. Merci à Samia de mettre des mots sur ce qu'on, enfin, sur ce drame où on n'arrive pas à s'habituer. À la fois, C'est ça. ça percute l'actualité assez fréquemment, mais c'est à chaque fois soutenable. Et sur Hébron, c'est une ville assez particulière, assez dure en termes de colonisation, avec dans l'organisation des colons ultra-virulents qui ont pris le centre-ville d'Hébron. Et malheureusement, c'est une ville qui défraie souvent la chronique et on peut leur envoyer toutes nos pensées, toutes nos prières et tout notre courage pour supporter l'insupportable, malheureusement. Je voudrais qu'on arrive à isoler cette chronique parce qu'elle était magnifique, Samia. Franchement, je te félicite. Tu as mis vraiment ton talent, que personne ne doute d'ailleurs, certainement pas moi en tout cas. Et on va faire en sorte d'isoler cette chronique pour la faire partager sur les réseaux sociaux du LGF pour que ça se propage. Voilà, que ton message soit entendu davantage. Ce qui est important, Christophe, c'est que justement, chaque victime de l'occupant ne tombe pas dans l'oubli. Exact. Souvent, Absolument. justement, on voit les informations, tel Palestinien a été tué à la frontière, etc. Et on ne les nomme même plus. Ce matin, quand j'ai eu l'information, il n'y avait même pas le prénom de cet enfant-là. Et de suite, j'ai contacté des correspondants sur place pour connaître le prénom et le nom de cet enfant-là.
parce que c'est inadmissible. Ça tombe dans la banalité comme si c'était un fait divers. Pour moi, ça n'est pas un fait divers. C'est ça. Et on les déshumanise en plus. Emmanuel. Tout à fait. Oui, bah, je disais la même chose que Razik. C'est déshumanisant au possible, en fait, de ne pas mettre ne serait-ce qu'un prénom sur ces pauvres enfants là qui décèdent. Je trouve ça dramatique, en fait. Et il faut pas Vous savez quelle est la mais- nouvelle arme de l'occupant? C'est de cracher, avec cette épidémie de Covid-19, c'est de cracher sur les Palestiniens. Il y a Ouais, certains policiers, officiers qui s'amusent à cracher sur les Palestiniens pour tenter de leur transmettre la maladie. Et il leur retire, tu sais, toutes les aides alimentaires et les livraisons de masques, etc., qui sont faites par les associations. La police israélienne, justement, réquisitionne ces colis alimentaires, ces kits sanitaires qui sont distribués par les Palestiniens et par certaines associations sur place également. Donc, on cherche encore plus à asphyxier la population palestinienne. Oui, mais bon, elle lutte, cette population palestinienne. Elle résiste et elle tiendra et elle gagnera, Inch'Allah. Voilà, ça c'est mon côté optimiste. Et nous sommes tous, quand on parle de la Palestine, parce que nous sommes nés avec ce problème. Nous mourrons peut-être, nous, avec ce problème, mais un jour ou l'autre, les choses changeront. Voilà. C'est quasi certain. Il y a que l'histoire qui le montre, que finalement, cela ne dure pas. Et finit toujours par revenir un jour ou l'autre. Alors, 01 40 33 9000, vos avis, vos commentaires. Est-ce que vous craignez, mon cher Emmanuel Michael, est-ce que vous craignez, au vu du comportement de certains Français qui n'hésitent pas maintenant à se rendre dans les parcs, à se réunir en famille, à partir un petit peu partout, à prendre des transports en commun en se collant sur la ligne 13. Bon, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils aillent travailler, les gueux. Mais bon, Emmanuel, est-ce qu'il faut pour autant avoir des craintes sur justement une pandémie qui pourrait repartir, une deuxième vague comme certains l'évoquent? Est-ce que tu crains d'être reconfiné? Moi, j'ai voté oui sur le sondage, justement, parce que je le crains, effectivement, mais je pense que l'idée, c'est pas tant de penser à cette deuxième vague, parce que je pense que déjà que la première n'est pas terminée. Et la question qu'il faut vraiment se poser, c'est dans quelle mesure il y aura cette deuxième vague, parce qu'elle arrivera, c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'elle sera aussi forte que la première? Est-ce qu'elle sera plus forte que la première? Est-ce qu'on aura des déconfinements, enfin du confinement après du déconfinement et progressivement? On en aura peut-être plusieurs vagues. Moi, je pense que c'est pas impossible. Il y a plusieurs scénarios qui tournent et le plus probable, c'est justement qu'il y ait plusieurs vagues. Alors après, la force de celle-ci, on le sait pas encore, mais c'est vraiment ce qui est le plus probable, malheureusement, parce que tant qu'on n'aura pas de vaccin, tant qu'il n'y aura pas un médicament, bah, c'est sûr que ça va continuer. C'est pas quelque chose qui va disparaître. Donc toi, tu crains ce reconfinement, Emmanuel? Alors je crains le reconfinement. Alors je pense que ça va se faire par zone, parce que comme ça a commencé de cette façon-là au niveau du déconfinement avec la zone rouge les zones rouges et les zones vertes. Je pense qu'il y aura des reconfinements qui vont arriver de façon ponctuelle, comme ça a été le cas en Allemagne, où ils ont localisé vraiment un endroit précis où il y avait eu un regain d'épidémie, où ils ont reconfiné les gens. Mais je pense que ça va être le cas aussi en France. Alors après, dans quelle mesure? Est-ce que ça sera sur le plan régional, au niveau des villes, au niveau des... Je pourrais pas le dire, mais je pense effectivement, malheureusement, qu'il y aura des reconfinements à prévoir en fonction de l'évolution de l'épidémie dans la métropole et dans les Outre-mer également. Inquiet ou pas inquiet? 01 40 33 9000, France Maghreb 2 sur Facebook pour nous le dire, sur Christophe Le Grand Forum aussi en commentaire. Est-ce que Samia Cheki est inquiète? Est-ce qu'elle craint d'être reconfinée, Samia? Alors moi, je ne crains pas d'être reconfinée. Je crains qu'il y ait une augmentation des décès et des cas. C'est ce que je crains. Quand j'ai vu, tout à l'heure, on a dit qu'on n'était pas dans le jugement par rapport au comportement de certaines personnes lors du premier jour de déconfinement. Mais je pense qu'il faut quand même responsabiliser encore un maximum parce que sur cette ère, ce vent de liberté qui a commencé hier, je pense qu'il y a encore certaines mentalités qui ont besoin de mûrir.
et qui n'ont toujours pas pris conscience de la crise dans laquelle on est, ou alors qui ont très vite oublié le nombre de décès. Alors, ne serait-ce que pour justement honorer ces personnes qui sont parties et honorer ce corps médical qui se sacrifie depuis des mois, je pense que ces personnes-là, nous avons tous cette responsabilité justement à être prudents dans nos attitudes face à ce déconfinement qui est censé être progressif. Quand tu vois la queue qu'il y a devant, on a vu les images Action. devant un Zara, est-ce que c'est une priorité d'aller acheter Zara? Zara qui est d'ailleurs à boycotter, mais je ne rentrerai pas sur ce sujet-là, sinon je vais être hors sujet. Mais c'est là, en fait, où on voit que... Ça m'intéresse de savoir pourquoi, d'ailleurs. Ouais. J'étais un petit peu déçue quand j'ai vu ces images-là, parce qu'il y a quelques semaines, justement, tu sais, on avait posé la question de l'après. Est-ce qu'on pensait que les mentalités allaient changer? Et utopiste que je suis, idéaliste que je suis, je me disais oui, je pense que les gens ont pris conscience de certaines choses. Et quand tu vois les queues devant le McDo, les queues comme devant toi, le Zara, etc., tu te dis, mais les gens n'ont rien compris. En réalité, ils sont restés derrière Netflix et compagnie. Et ils ont dû faire abstraction de tout ce qui se passait. Donc, il y a un moment donné, j'ai même envie de dire, il y a certaines personnes ne méritent même pas le confinement parce que le confinement, en réalité, j'ai envie de dire, c'est un luxe parce qu'on est cloîtré entre quatre murs et on a ce privilège de pouvoir se questionner sur soi, sur ce que l'on veut pour son avenir. Et je pense que certaines personnes n'ont pas mis à profit cette période de confinement. Alors là, c'est quasi un coup de gueule, tu l'auras remarqué, Christophe. Ah, mais je l'aurais remarqué, je l'adore, je ne l'ai pas interrompu une seule seconde. On est de retour dans un instant, juste après la pub. Reste connecté en live sur France Maghreb 2 et Christophe Le Grand Forum. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Alors, juste dis-moi pourquoi il faut boycotter Zara. Je ne savais pas. Alors, Zara, écoute, il y a une partie de sa production, justement, qui est faite dans certains pays qui exploitent les enfants. Et puis, il y a une partie de sa production également qui est faite en Chine. Donc, tu connais mon engagement également pour le peuple ouïghour. Donc voilà, une des raisons pour lesquelles il faut. Ouais, mais Zara, c'est bien, c'est pas cher. Jamais tu vas Non, acheter chez Zara. c'était pas cher. C'est super cher maintenant. Ah bon? Ah ouais? J'étais une grande Ils sont bourgeoisés. Pareil. D'accord. Alors par contre, la queue devant Action hier, vous avez vu les magasins Action? Pareil, c'est pas des produits de première nécessité. Il y avait une queue de malade. Bon, devant les McDo, ça fait un moment que ça dure. Mais c'est vrai que je suis un peu. Est-ce que Razik, justement, quand tu vois ce type d'image hier, ces gens qui, effectivement, on peut le comprendre quand même, ça fait 52 jours, 53 jours que tout le monde était confiné, que personne ne sortait, on est désociabilisé. Et la première chose sur laquelle tu penses quand tu es libre, c'est d'aller d'acheter une babiole chez Action ou un vêtement, une petite culotte chez Zara. Voilà, c'est le fruit d'une époque, hein. Excusez-moi de le dire, enfin, sans être. J'étais ni optimiste, ni idéaliste par rapport à cette période de confinement. C'est à l'image de notre société consumériste, capitaliste et individuelle. C'était comme ça avant, pendant et après le confinement. C'est une réalité, malheureusement. T'es inquiet, Razik? T'es inquiet d'être reconfiné éventuellement, bien que toi tu sois pas encore totalement sorti de ton confinement pour des raisons familiales, parce que tu as des parents que tu protèges et c'est tout à ton honneur. Ils sont âgés et que donc à ce titre tu penses à eux, donc tu vas pas faire n'importe quoi et te déconfiner de n'importe quelle manière. C'est clair. Inquiet, non, mais pour moi on y va tout droit. Pas maintenant. Je pense pas qu'on aura un reconfinement là dans les prochaines semaines à venir. Mais par contre, il y a eu différentes institutions qui ont pensé, qui ont modélisé le confinement, déconfinement, reconfinement, etc. Je pense il me semble de mémoire, si ma mémoire me lâche pas, il me semble que c'est l'Académie d'Oxford qui avait publié tout
tout un mémo sur les différentes périodes, on partirait quasiment pour 18 mois avec 7 phases différentes. Et à peu près en septembre-octobre, avec la saisonnalité de cette maladie, qui est encore à prouver, mais qui est en train de se prouver petit à petit, donc on aurait une baisse des cas contagieux là cet été, mais dès le début de l'automne, il faudra se préparer, je pense, malheureusement, à un reconfinement. En tout cas, moi, je le pense comme ça. Après, est-ce que je le crains? Non, je le crains pas, mais c'est clair que cette période-là, on s'en souviendra tous. On a eu les vacances. En fait, 2020, il va falloir l'oublier très vite, tes enfants. Bon, c'est ça. Ouais. T'as prononcé le mot vacances, j'en ai eu des frissons. Ça me manque, c'est incroyable. Ouais, moi aussi, qu'est-ce que j'aimerais partir sur la plage de Copacabana. On me parle de déconfinement, jusqu'à preuve du contraire, les frontières, elles sont pas ouvertes. Je peux même pas aller à plus de 100 km, je peux pas aller à plus de 100 km de chez moi, 101 km, je peux pas. Donc oui, déconfinement, oui, c'est on va dire qu'on est le principe, parce qu'on a voulu le poser, on est confiné plus modestement. T'as prévu des vacances cet été, Razik? T'as prévu des vacances ou pas? Non, je prévois rien du tout là. Réellement, non, j'ai pas prévu. Et si je me dis que si j'ai le bonheur de juste voir la mer, je serai le plus heureux des hommes. Emmanuel, t'as prévu des vacances cet été ou pas? Non, j'ai pas de vacances, non. Samia? Je vais rester chez moi, de toute façon. Des vacances ou pas cet été? Non, malheureusement, non. Non, malheureusement, pas de vacances de prévues. Pas pour l'instant, dur. Bon, Philippe. On vit vraiment au jour le jour. Oui. Est-ce que toi, t'es à côté de l'aéroport? On peut dire que t'es quasiment en vacances. Ouais, je suis quasiment en vacances. Au moins, t'entends les avions. C'est les avions militaires qui passent au-dessus de ma tête en ce moment. Donc, oui. là, les vacances. Alors, ton avis justement sur la question, est-ce que tu crains que l'on soit reconfiné? Ah, vous voulez mon avis à moi? Pourquoi vous voulez mon avis? Oui, à toi, Bouriaki. Moi, de l'autre côté, je suis en train de gérer un autre truc, mais tout va bien. Alors, tu le déranges? Non, du tout. Non, j'y ai pensé toute la journée sur le confinement. Écoute, moi, je suis encore confiné. Je pense que c'est trop tôt. Je pense qu'on l'a fait le 11 mai parce que Emmanuel Macron a dit à la télé le 11 mai, il n'y a plus de soucis. Exactement. Et qu'il va pas perdre la face et que c'est de l'inconscience à état pur. Alors, j'ai vu tous ceux et toutes celles qui sont choqués du fait que dans le métro, c'était bondé, et dans le RER. Alors, premièrement, lorsque les RER et les métros seront à l'heure, ça évitera déjà d'être bondé, parce que quand tu attends une demi-heure et qu'il y a, par exemple, 2 rames qui auraient dû passer et qu'il n'y en a aucune, forcément, tu prends ce qu'on appelle la charge en termes de transport, parce que je suis un ancien machiniste, donc c'est comme ça qu'on parle. Et puis surtout, mesdames et messieurs qui êtes choqués, il fallait être présent les semaines d'avant, parce que c'était déjà le cas. Les gens prenaient... ceux qui se levaient tôt et qui rentraient tard, souvent dans les banlieues difficiles, là où il y a un maximum de Covid, vous dites qu'ils sont inconscients, etc. Mais eux, ils n'ont pas été confinés. On leur a dit, il faut continuer à aller au charbon et tais-toi. Et ils le font en serrant les fesses au maximum. Reconfiné, je suis encore confiné, et puis ça serait bien. Nous aussi, faut remarquer, on est des bons élèves. Pour le coup, d'ailleurs, je tiens à signaler, à remercier la direction de la radio qui dit tant qu'on n'a pas plus de visibilité, nous on laisse les studios fermés. Vous restez à la maison, votre santé est importante. Voilà, donc au moins jusqu'à la fin du Ramadan, voire plus. Le Tarek Pabi a même parlé jusqu'au début juin. On pourrait rester confinés, nous. Voilà. Et je peux vous dire que franchement, c'est pas difficile. Au contraire, c'est même plus facile, c'est même plus sympathique d'être à la maison quand même, aux côtés des siens, aux côtés de ses proches, partager ces moments qui resteront quand même gravés, malgré tout. Samia disait tout à l'heure, effectivement, et elle essayait, et j'ai trouvé très intéressant ce qu'elle disait, de faire passer le confinement comme plutôt une chance qu'autre chose, c'est-à-dire d'être aux côtés des vôtres, aux côtés de vos proches, de vos enfants, de vos femmes, de vos maris, si tant est qu'elle soit sympathique et qu'elle nous tape pas sur la gueule. Mais le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. On est de retour, les amis, en direct sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum avec Samia Chiki, une Samia Chiki en forme aujourd'hui. Razik Metiche, Emmanuel, Michael, et on parle de cette éventualité, de cette inquiétude d'être reconfiné au vu de ce que l'on a pu voir comme image. Et comme je disais avant de reprendre l'antenne en live, c'est que Samia Chiki nous a fait une petite intervention très intéressante, que j'ai jugé intéressante. Elle nous a fait passer le confinement comme une chance, que d'être aux côtés des siens, de pouvoir se retrouver, méditer, apprendre à faire connaissance avec soi finalement, parce qu'on est nous
vite dans ce tourbillon de cette vie qui nous emmène partout et nulle part parfois à la fois. Et bien là, on a l'occasion d'être à la maison, de pouvoir se reprendre, de pouvoir se poser, de pouvoir se questionner. Et franchement, c'est une chance que nous avons. Quand on a l'espace suffisant, le loisir d'avoir un jardin comme moi, je suis un privilégié. Voilà, je l'avoue. Et nous en sommes quelques-uns dans ce cas-là. Eh bien, voilà, moi, je vais pas me plaindre. Aujourd'hui, ça serait difficile pour moi de se plaindre. Donc, espérons en tout cas que chacun et chacune puisse, avec responsabilité, pouvoir suivre les gestes barrières et qu'on puisse venir à bout le plus rapidement, non pas au tabac qui est tabou, mais à ce Covid-19 qui disparaisse très vite. Philippe, toi qui es sorti hier, tu as été au Trocadéro, tu as été au Sacré-Cœur, tu as été au Canal Saint-Martin. Est-ce que tu vois des gens raisonnables? Est-ce que tu vois des gens masqués? Est-ce que tu vois des gens qui sont éloignés les uns des autres? Ou au contraire, tu vois vraiment des gens qui, parce que c'est la liberté, parce qu'ils ont été confinés, aujourd'hui, font un peu n'importe quoi? Alors, effectivement, j'ai vu des gens qui, dans l'apparence, en tout cas, raisonnables, puisqu'ils étaient plutôt avec des gens qui étaient proches d'eux et qui connaissaient. Tout le monde avait l'air en tout cas en bonne santé, mais pas beaucoup de gens étaient masqués sur Paris, contrairement à la banlieue. C'est ça qui était vraiment le plus étrange. Et des gens qui étaient vraiment à bout de nerfs, qui savent. J'ai discuté avec des jeunes d'ailleurs en direct. Je vous invite à aller sur la page Christophe Le Grand Forum. Vous verrez nos lives d'hier sur le canal Saint-Martin. On a rencontré d'autres justement qui venaient de l'Oise, dans un quartier un petit peu difficile, qui ont été verbalisés à outrance. Et en tout cas, les Parisiens, ils me disaient, ceux que j'ai rencontrés, ils m'ont dit, mais je crois que tu te rends pas compte. Autour de nous, on a du minéral. C'est-à-dire que nous, on a été confinés dans un petit espace, parce que Paris, c'est très cher, et donc pour pouvoir se loger, parce qu'il n'y a pas que des gens riches qui habitent à Paris, il y a aussi des gens qui sont en situation jeunes étudiants, situation de précarité, beaucoup de colocations. Ils m'ont dit être enfermés et ne pas pouvoir voir l'air, c'était juste infernal, vraiment infernal. Et donc aujourd'hui, ils ont un sentiment de liberté, et ils ont besoin de ce sentiment de liberté, même si ils ont conscience que le danger est toujours présent. Un petit peu comme des gens qui sont en état de guerre et qui a eu la ville qui a été pratiquement rasée, que tu entends les avions passer régulièrement et lâcher des bombes un petit peu plus loin. Il y a aussi cet instinct de vouloir vivre, et puis lorsque tu n'as jamais connu la guerre et que tu l'as pas là physiquement, c'est un truc qui est invisible, et que tu as toujours été libre d'aller où tu veux, quand tu veux. Paris, c'est une ville ultra vivante. Moi, j'ai vu des queues de fous devant comment ça s'appelle, des fast-food, des sortes de grecs un petit peu chicos dans les quartiers Bobo, etc. Parce que les gens, ils avaient besoin de ça. Alors, ce qui a été le plus étrange, c'est que tu as des quartiers qui sont plus ou moins animés. À chaque fois que t'as un espace d'eau ou un espace vert, t'as des gens qui vont rechercher ce lien naturel qu'on a avec la terre et la mer. Et t'as d'autres quartiers dans des grands boulevards où t'as personne, boulevard des Italiens, etc. Il y avait un peu de monde à Bastille, un peu de monde à Concorde, pas à Concorde, pardon, à République, personne à Concorde. Les Invalides, etc. Très calme, Saint-Michel très calme. Mais ce qui était surprenant par rapport ne serait-ce qu'aux forces de l'ordre, je te dis, c'est les seules personnes, et sérieusement, je suis pas en train de faire du misérabilisme ou de la victimisation à outrance. Je te jure qu'à chaque fois que j'ai vu quelqu'un se faire contrôler à Paris, cette personne, elle a abusé avec le soleil. Elle a trop pris le soleil. Et donc ça c'est vraiment violent à voir. Et tu vois les SDF en masse un petit peu partout, y compris dans les beaux quartiers, parce qu'il y a plus le trafic des voitures, des bus, des camions, des piétons qui les camouflaient. Et ça, franchement, c'était. Alors là, un petit peu moins parce que ça bougeait beaucoup. D'ailleurs, dans toutes les petites rues là, pour monter à Montmartre, je voyais vraiment du monde dans les escaliers, des regroupements. Pas beaucoup de gens masqués, contrairement, comme je t'ai dit, à la banlieue. Et franchement, ce décalage entre les quartiers, beaucoup de présence policière à Barbès hier, impressionnant, alors qu'il n'y avait personne dans la rue. Impressionnant, ces quarts de CRS. Et là où c'est un petit peu plus. Parce qu'ils voulaient manger un peu de chorba, peut-être.
Ouais, bah ouais, c'est très bon la shorba surtout pendant le ramadan. La halal, bien sûr. Ouais, évidemment, ouais. Bien On sûr. va encore dire que tu es un anti-marocain, tu parles pas de la halal, tout ça. Ouais. Moi, je suis le plus. Non, moi, on va dire de moi, pardon. Ah, de toi. Non, Ouais, oui. voilà. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais toi, c'est bien connu, tu es un pro-algérien. Voilà, c'est ça. Ouais. Tu es éternellement lié à l'Algérie de par ta femme, quand même. Quand même. Ouais. Ouais. Non, mais alors, justement. Décalage, juste pour conclure sur ce décalage que j'ai vu en partant de la banlieue en allant sur Paris, un trafic un petit peu plus, toujours fluide sur le périph', mais un petit peu plus dense que d'habitude. Il y avait comme un air de fin de guerre ces 2 derniers jours. Ce soir, je peux pas parce que bon, on a une émission, mais je pense que de demain et puis ce week-end, il paraît qu'il va faire très beau, donc on va forcément faire un tour. Mais il y avait réellement cet air de fin de guerre et cette envie de fin de guerre. Des gens qui avaient envie de vivre. Oui, mais le problème, Philippe, c'est que tu parles de fin de guerre. Il faudrait-il que l'ennemi, on puisse l'avoir vaincu, ce qui n'est pas sûr. On n'a pas beaucoup de certitude. Par contre, en tout cas, moi, ce qui m'a surpris et fait plaisir dans ce malheur, c'est que j'ai discuté avec des minots qui étaient absolument pas politisés jusqu'à présent, qui s'étaient pas déplacés pour aller voter parce qu'ils te disent. Alors, tu vois, c'est là où tu vois la différence entre les quartiers sympas et ceux qui sont issus des quartiers difficiles. Ils te disent non, mais de toute façon, c'est pas pour nous, il se fout tout de notre gueule et ça ne nous concerne pas. Voilà. Mais alors que les autres, dans le quartier, il y en avait un qui avait un école de commerce à Bordeaux qui m'avait dit que jusqu'à présent, il s'était pas intéressé à la politique et qu'il se rend compte que, au vu comment ça a été géré, que maintenant il va s'impliquer et s'intéresser. C'est incroyable. Pourtant, ils avaient à peu près le même âge, les minots, et j'avais l'impression d'avoir 2 mondes certains qui étaient optimistes en disant on peut changer les choses parce que ceux qui sont là ils sont pas bons, et les autres qui disent mais de toute façon écoute, on a tout connu. On connaît surtout le flashball et le gaz lacrymogène. Quand tu vois ce qui s'est passé à Nanterre, quand tu vois il y a 2 jours même le maire Patrick Jarry s'est indigné de ces contrôles de ces baqueux, la BAC-D. Élise, la BAC-D externe à la ville, alors que jusqu'à présent ça s'est bien passé, et ils ont reconnu que la veille, la grenade qui avait explosé dans la main, grenade de désencerclement, c'était accidentel et pas des voyous qui lui avaient lancé. La même équipe, sans le collègue qui était aux urgences et à qui on souhaite un prompt rétablissement, bien évidemment, sont revenus le lendemain et ont refait un contrôle très zélé qui a vraiment mal tourné. Donc, bon. Là, il peut plus rester comme ça. Le jour d'après, le monde d'après doit changer, mais au vu du monde devant chez Zara et 3 heures devant McDo. Bon, 18h06, dans un instant, le quiz du Ramadan avec Samia Chiki avec un cadeau à vous offrir. Pour l'heure, je souhaitais une nouvelle fois, pardon de le faire, parce que ça risque encore de m'être reproché, mais l'actualité, on parle de tout dans cette émission. On va parler d'un problème qui concerne les ressortissants marocains qui sont, et vous le savez, bloqués depuis quelques semaines maintenant, à tel point qu'il y a une certaine colère qui commence à animer les ressortissants marocains qui ne peuvent pas rentrer chez eux, qui rapprochent des consulats, des ambassades qui sont pour la plupart fermées, qui ne répondent pas. Je parle bien des consulats et ambassades marocaines à l'étranger, donc. Ce serait à peu près estimé à 26 000, si je ne dis pas de bêtises, Marocains qui seraient concernés par cette situation. On va s'arrêter sur une situation particulière. Il se trouve que c'est un hasard, c'est en Algérie, à Oran, pour être plus précis. Des ressortissants marocains qui sont venus manifester devant le consulat marocain à Oran. Et voici, écoutez, regardez la réaction du consul marocain que l'on considère comme indigne, inacceptable, intolérable. Regardez. كيفاش واحد عايش في السيتي والناس كاملين على برا يطبق عليه شوف مرحبا بكم والبيرو الباب مفتوح حتى اللي عنده شي طلب يجي عنده صافي الله تبارك الله عليكم الله عليكم بهم واشرب مبروكه اجي صباح اجي لك صباح اجي لك والله يلا تبارك الله عليك صباح الباب مفتوح لا تفرقوا علينا لان راكم عارفين شنو كاين حنا في بلاد عدوه Alors, vous entendez peut-être, parce que c'est en arabe, les échanges, il dit « Nous sommes dans un pays ennemi ». Le consulat du Maroc à Oran parle d'un pays
donc l'Algérie, comme un pays ennemi. Samia, ça me choque. Samia. Alors, on a perdu Samia, c'est très embêtant. Il y a quelques minutes du quiz du Ramadan. On va la retrouver peut-être. Razik, le fait que ce consul du Maroc ait une sortie de la sorte, c'est honteux. C'est choquant, c'est honteux, c'est indigne. C'est choquant et honteux. Dire qu'ils disent qu'il n'est pas dans un pays frère, je pourrais encore l'entendre. Dire qu'il est dans un pays ennemi, c'est ennemi. De le mot est employé, ennemi. Vu l'histoire, vu la géographie que l'on partage, vu même le futur, qui à un moment ou à un autre devra s'écrire ensemble d'une manière ou d'une autre, qu'un consul en poste en Algérie dise ça alors qu'il est justement en poste dans ce pays-là, il devrait être au minimum convoqué par les autorités algériennes et au mieux, il devrait être rappelé en urgence à Rabat pour s'expliquer auprès de Rabat et plus revenir dans ce pays ennemi, vu que c'est un pays ennemi. Oui, exactement. Emmanuel, c'est quand même, on a l'impression quand même que il y a des petites sorties comme ça, de temps en temps, entre ces deux pays. Ouais, mais ce qui est dingue, c'est qu'il n'y a pas. C'est dingue, quoi. Alors que le peuple, on rappelle, le peuple est frère, le peuple est. Voilà. Je sais pas pourquoi ça ne veut pas se régler cette histoire. C'est deux pays qui sont voisins pour le coup, et il n'y a aucune actualité qui permettrait aujourd'hui d'envenimer les choses. Donc je comprends pas pourquoi il fait une sortie comme ça. Malheureusement pour l'actualité, il me semble que les déclarations de Tebboune par rapport au Sahara occidental ont fait réagir et ont fait même surréagir. Et c'est encore une fois Mais la presse marocaine, dans son ensemble, Razik, est extrêmement virulente à l'encontre de l'Algérie. Hein. Faut lire la presse marocaine. Hein. Ah, ils sont vénères. Hein. Mais Samia. Samia, oui. Pardon. Je suis de retour. Moi, j'ai été extrêmement choquée par les propos d'un pseudo-diplomate qui, justement, est censé soigner ses propos, qu'ils soient adressés à ses ressortissants marocains ou autres. C'est inacceptable, même si, admettons qu'il y ait une situation géopolitique ou alors qu'il y ait, j'ai envie de dire, un conflit diplomatique entre les deux pays, un consul ou un ambassadeur n'a pas à tenir ce genre de propos. Il se doit de tenir des propos d'apaisement. Normalement, c'est ce qu'on apprend à un diplomate quand il fait la grande école administrative dans n'importe quel pays du monde. On lui apprend quel que soit le conflit, quelle que soit la situation géopolitique entre son pays et un autre, il doit tenir des propos apaisants. Tant qu'il est dans ce pays-là, une fois qu'il met le pied dehors, libre à lui de tenir ce type de propos. Donc, ce sont des propos qui sont irresponsables et qui viennent, encore une fois, attiser le feu. Est-ce qu'il faut en parler? Parce que j'ai vu dans les commentaires, Samia. Pardon? J'ai dit, est-ce qu'il faut en parler? Parce que j'ai vu dans certains commentaires ce matin, vous mettez de l'huile sur le feu en relatant ce type d'information. Mais c'est quoi ce... Je pense qu'il faut, Christophe, je pense qu'il faut relayer, mais il faut relayer avec une communication bienveillante en même temps. C'est-à-dire expliquer que... Toujours de bienveillance chez nous. Voilà, nous relions l'information, non pas pour ici, encore une fois, établir... un conflit entre Marocains et Algériens qui n'a absolument pas lieu d'être, même si voilà, il y a la question du Sahara, etc., qui date depuis de nombreuses années, et les peuples entre eux ne sont pas en réalité en désaccord. On a vu de très très belles images, de très belles vidéos à la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Carrément. Où, voilà, les Algériens et les Marocains n'ont qu'une envie, c'est que les frontières soient ouvertes, qu'il y ait des échanges entre eux. Donc, au contraire, il faut... En plus, le gazon est moins cher en Algérie, donc... Oui, en plus. Mais justement, il faut exploiter ces richesses qu'il y a entre les deux pays. Ces richesses qui sont des richesses, justement, en termes d'hydrocarbures, mais également les richesses culturelles. N'oublions pas que nous avons des racines communes.
que nous avons une culture commune, une langue commune, et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Il ne faut absolument pas rentrer dans le jeu, justement, que certains souhaitent, hein, il faut le dire, il y a beaucoup d'ingérence. On souhaite absolument qu'il y ait un conflit entre l'Algérie et le Maroc, et il ne faut pas rentrer dans ce jeu. Tu as abordé tout à l'heure le fait qu'il y a une presse marocaine qui n'est pas objective. Il faut rappeler une chose, c'est que la majorité de la presse marocaine nationale est connue, est sous l'égide d'un lobbying au Maroc. Il y a effectivement une presse indépendante. Cette presse indépendante, il faut la suivre, il faut la chercher. Donc voilà, encore une fois, c'est comme en France, hein. On est en France, on est dans le pays des droits de l'homme, de la démocratie, etc. Et oui, on sait pertinemment que la majorité des médias sont détenus par des grands groupes et des grands lobbying. Donc le Maroc ne fera pas défaut comme un autre pays. À nous maintenant, en tant que lecteurs avisés, d'aller chercher la bonne information là où il faut et justement avoir une critique qui soit constructive. Bravo Samia, et ton intervention était, en tout cas pour moi, attendue. Bon, il nous reste 5 minutes les amis. Le temps pour nous du quiz du Ramadan. Chaque mercredi, on a mis en place ce petit quiz. Samia Cheki vous gâte, vous offre aujourd'hui un jeu des 5 piliers de l'islam à vous offrir, à vous envoyer à la maison. Pour ce faire, il suffit de vous rapprocher de votre clavier sur Facebook, France Maghreb 2, sur Christophe Le Grand Forum. Vous qui êtes à la radio, écoutez, d'essayer de jouer et de répondre aux questions que Samia va vous poser. Philippe, Boyaki, Razik, Emmanuel, s'il vous plaît, on compte sur vous pour essayer de vérifier la ténacité et la rapidité et les bonnes réponses de chaque auditeur, auditrice. Que tout le monde se taise, personne n'aide personne, et on y va. Et nous, on n'a pas le droit de jouer? Non, on n'a pas le droit de jouer. On n'a pas le droit de jouer. On peut pas gagner, donc le tu es un censeur. D'accord. Si tu joues, tu vas donner les réponses, Razik. D'accord. D'accord. Alors on y va. Et après on verra si vous avez su répondre aux questions. Samia, elle avait mis un peu le jeu davantage plus difficile la semaine dernière. On va voir ce que ça va être cette année. Cette semaine, pardon. Oui, non, ce ne sera pas très compliqué. Il y a quelques questions qui sont un peu difficiles, mais pas tant que ça. Alors. Et j'ai remarqué, c'est que ceux qui nous suivent, nos abonnés, nos auditeurs et auditrices, ont une culture vraiment très solide. Hein. J'ai été agréablement surprise. Ouais. Oui. Alors, première question, Samia. Donc, première question. Comment le prophète Mohammed, alayhi salatu salam, nous enseigna-t-il de répondre si quelqu'un nous perturbe ou nous ennuie pendant notre jeûne? Comment le prophète... J'ai la réponse. Ah, bravo. Moi, je ne l'ai pas. Moi, je ne l'ai pas non plus. Alors, comment le prophète Mohammed nous enseigna-t-il de répondre si quelqu'un nous perturbe ou nous ennuie pendant notre jeûne? Paris, il dit Salem. Il dit Salem, Beurre Paris. Alors, répondez en commentaire. Oui, je jeûne. Je jeûne. Mona a dit je jeûne. Très bonne réponse. Mona, un point. Mona, voilà, donc... je jeûne. Voilà. D'accord. C'était ça la réponse, Razik, que tu avais? Oui, c'est ça. Absolument. D'accord. Mona, voilà, donc, premier point. Si on vous contrarie, il faut répondre que vous êtes en état de jeûne, tout simplement. D'accord. Ah, ça, c'est bon, ça. Ça peut servir. Très bien. Deuxième question. Bravo, Mona. Deuxième question. Est-ce qu'on peut savoir si c'est bien de France Maghreb 2 ou Christophe Le Grand Forum là? Je vais faire une espèce de compétition. Si tu veux, c'est un petit peu compliqué là. Je peux pas. D'accord. Pardon pour cette petite parenthèse malveillante. Samia, deuxième question. Alors, deuxième question. Quelle odeur Allah subhanahu wa ta'ala, donc Dieu, préfère-t-il à celle du musc? Quelle odeur... Je l'ai aussi. Ah, je l'ai aussi, ça. Ça, je l'ai, celle-là. Préfère-t-il à celle du musc? Allez, Philippe, regarde bien. Je regarde. Qui va répondre en premier? Je la mets dans le chat pour qu'on ne dise pas que je suis un bluffeur. Hein. Mesque. Gara dit mesque. Le mesque. L'odeur du jeûneur. C'est ça. Justement, quelle est l'odeur du jeûneur. L'odeur du jeûneur. Voilà, donc c'est la laine, effectivement. Son laine, exactement. Ouais. Sab. Ah, c'est Sab, la première. Sab. Tout à fait. Deuxième. Premier point pour Sab. Un point pour Mona.
troisième question. J'aurais eu 2 points, c'est grave ça pour une fois que je suis Moi, fort dans j'aurais le jeu, un je sais pas jouer. Franchement, il y a Bon, beaucoup, il y a beaucoup de belles Razik, réponses. écoute, si tu as les 5 bonnes réponses, allez, je t'envoie ton cadeau à toi aussi. Ah, ça me motive d'un coup ça, j'en ai déjà 2, Ouais, d'accord. alors, tu joues dans le chat, hein, dans le privé, Dans le quoi, chat, Razik. ouais. D'accord? Ouais, Pas de voilà. problème. Troisième question, Samia. Alors, troisième question. Quelle erreur commune les musulmans du monde entier commettent-ils durant les 10 dernières nuits du Ramadan? Ah, je sais. Ça, je sais. Je l'ai. Vas-y, mets-le dans le chat. Dès lors qu'on parle Répète-nous des la 10 question. dernières nuits du Ramadan, il y a une erreur qui est commise par beaucoup. Mais c'est quoi? Voilà. Quelle est cette La erreur? réponse. Quelle est cette réponse, Philippe? Qu'est-ce que ça dit sur Facebook? Pour l'instant, Wello, ça dit rien. Ah ouais. Alors, je Ah, il répète la cherche. question. Quelle erreur beaucoup de musulmans commettent-ils durant les 10 dernières nuits du Ramadan? Faiblir. Beurre Paris dit faiblir. Attends, Non. la 27e nuit pour prier. Alors, c'est ça, c'est ça. Donc, en C'est fait, quoi ça? l'erreur commune qu'on Oui, fait, c'est qu'on c'est recherche la nuit du destin seulement D'accord. dans Ça- la 27e nuit, Pensons que c'est alors uniquement Alors cette que- nuit-là. qu'elle est dans les 10 dernières nuits. Voilà. Alors qu'elle est Impair, dans la. aussi, Est-ce que dernière se nuit, situe impair. Dans les Dans les impairs, dates- voilà. Impair, Dans les nuits impair. Ouais, je vais vous couper le micro, moi. Sab, c'est ce qu'elle dit. Impair. Pensons que c'est uniquement cette nuit, la nuit du destin. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc là, on a un point pour Mona. Miloud, Un arrête. point. Philippe, les, Ouais, les T'inquiète, points. t'inquiète. T'inquiète, je Un gère, je pour gère. Mona. Je gère. Et deux pour Sab. Ah, très bien. Donc, si Mona, par exemple, égalise, là, ça se jouera entre les deux, hein, Ah pour ouais, la ça- cinquième chaud, question. chaud, chaud, chaud. Par contre, amis auditeurs, je suis désolé, je suis obligé de rendre l'antenne sur France Maghreb 2. Si vous voulez connaître la fin du quiz et surtout savoir si vous êtes incollable, savoir qui va gagner ce quiz aujourd'hui, c'est sur Facebook qu'il faut vous rendre maintenant, Christophe Le Grand Forum ou France Maghreb 2. Le temps de la pub en tout cas, et dans un instant, Medjed. Et je vous retrouve tout à l'heure à 19h avec le docteur Ahmed Jabala pour l'émission Parler Islam. Salut à tous et à demain avec un invité normalement de taille. Demain entre 17h et 18h30. Salut à tous et à demain. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Alors, on va préciser, Samia Razik, sous votre contrôle, que effectivement, en ce qui concerne d'ailleurs les 10 dernières nuits impaires, où se situerait la nuit de l'Aïd Qadr, c'est la nuit du destin. Or, et tu as raison, par tradition ou je ne sais quoi, les musulmans du monde entier considèrent que la nuit du destin se situe dans la 27e nuit. Or, c'est peut-être pas la bonne, justement. Voilà. Donc, Tout à pas de fait. réponse. Donc, il faut en tout chercher cas. dans les nuits impaires des 10 Dans les- dernières. Et d'ailleurs, je crois, si mes calculs sont bons, c'est la première ce soir. Peut-être. Ce Peut-être. soir, tout à fait. Tout Peut-être. à fait, tout à La fait. Qadr. Tout à Voilà. fait. Alors, troisième question. On est bon, Razik, pour l'instant, t'as tout bon? J'ai tout bon sauf celle-là, je suis parti sur autre chose. Ah, d'accord. Je pensais que ça faisait appel au fait que même les couples mariés doivent être séparés sur ces 10 dernières nuits pour pouvoir justement Quoi faire un travail sur... absolument. Ah, t'es parti, non, non. t'es parti loin. Ah, t'es parti loin, Ouais, je suis Razik. parti loin. Ouais, Ouais, je suis comme ça, moi. Bon, Razik, il est déjà en introspection, là. c'est ça. Bah oui, hein. Bah oui. Quatrième question, les amis. Samia Chiki. Attention. Alors, quatrième question. Le calendrier musulman se compose de 12 mois. Oui. Où se situe le mois de Ramadan entre le premier et le deuxième? Alors là, j'ai pas compris la question. Attends, tu peux nous la faire? Oui. Où se situe le mois de Ramadan dans le calendrier de 12 mois? D'accord. C'est le premier, le deuxième, le troisième? D'accord. Ah oui, d'accord. Parce que, oui, d'accord, ok. C'est bon, j'ai compris. Alors, Yasmine a dit deuxième, mais tu induit les gens en erreur parce que tu as dit le premier ou le deuxième. Non, j'ai dit entre le premier et 12e. Et 12e, pardon, j'ai compris deuxième. Ah oui, 9e. bah oui. Mona a dit 9e. Mona, Oui, 9e. 9e. Bonne 9e. réponse. Bravo, Oh là Mona. là là. Bravo. Oh là là là. Oh là 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 là. Du tout, celui-là. Alors, donc là, si j'ai bien compris, Philippe, Il y a Mona Au et vu Sab de- ex aequo. Mona Final. et Sab qui vont se disputer bien, le ouais. cadeau. Bravo. Oh, Miloud 4. Miloud, tu sors. Bravo. C'est ça. Franchement, waouh. C'est ça. Machallah. Bon, Alors, dernière question. Mona, Alors, Mona, ouais, alors, attention, seul Mona et Sab et jouent. Sab, ouais. Miloud, il va le faire tous les mois. Uniquement, on prendra en ligne de compte que la réponse de Mona ou de Sab.
D'accord. Forcément, Merci. parce qu'elles ont égalité, 2 points chacune. On y va Entendu. pour la dernière question. Alors, vous êtes prêts? Oui. Quelle est l'invocation à multiplier, à dire le plus possible durant ces 10 derniers jours? Quelle est l'invocation Facile. à privilégier et à dire le plus souvent possible durant ces 10 derniers jours? Trop facile. Vous pouvez l'écrire en arabe ou en phonétique. Ah bah non. Ou alors dans la traduction. Non, en arabe. dans la phonétique. Déjà, j'ai du mal à lire le français, l'autre il dit en arabe. Tu rigoles ou quoi? J'ai dit en phonétique. Ah oui. Alors, Mona a dit du pardon. Oui, mais quelle est l'invocation? Ah, la vocation. La vocation, Samia. Attends, ça se mérite un beau cadeau quand même. Je l'ai, mais en français, j'ai la traduction. Alors, Sab a dit. C'est bon, la traduction, c'est bon. Si tu as la traduction, ça sera. Tu la vois ou pas? Alors, qu'est-ce que dit Sab? Sab. Al-Rama. Hein? C'est ça ou pas? Tu l'as vu? C'est quoi? Ah, ouais, regarde, Samia, regarde, parce que sinon. Ouais. Attends, voilà, attends. Je te le mets à l'écran. C'est Sab qui a la bonne réponse. Bravo! Bravo, Sab! Ah, exactement. Bravo. Et ça veut dire quoi, la traduction? Alors, la traduction, Samia? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, tu aimes le pardon, pardonne-nous. Ah bah c'est exactement ce que j'ai mis. Tu vérifieras mes réponses dans le chat. Je vais l'accrocher au. Viens. Alors, bravo à Sab. Cette invocation. Ouais, et à dire donc pendant ces 10 dernières nuits, évidemment, c'est important. On vous le rappellera dans l'émission Palestine tout à l'heure. Mais Sab qui remporte quoi, Samia? Alors donc Sab remporte, donc on avait proposé lors du premier quiz, lors de la première semaine, le jeu Les 5 piliers. Donc ça avait plu, donc de nouveau, donc pour cette semaine, Sab donc gagne le jeu Les 5 piliers de l'islam. Donc c'est un super jeu franchement à faire en famille. Vous pouvez jouer de 2 à 7 joueurs. Et vraiment, vous partagez magnifique. de très très bons moments avec vos proches. Et en plus de ça, les enfants et les adultes apprennent vraiment plein de choses. Ok, c'est cool. Donc le dernier quiz la semaine prochaine. Et Sab, n'oubliez pas de nous adresser vos coordonnées en message privé sur Christophe Le Grand Forum ou France Maghreb 2, mais Christophe Le Grand Forum, c'est plus facile. Message privé avec vos coordonnées, s'il vous plaît. C'est ce qu'ont fait d'ailleurs les 2 précédents gagnants. Et voilà, les cadeaux sont partis. Samia Cheki vous a gâté. Le dernier quiz la semaine prochaine, Samia? Le dernier quiz, rendez-vous la semaine prochaine, oui. Eh ben ouais, c'est presque fini, hein, les gars. Oui. Et tiens, on pourrait se faire un jeu des 5 piliers là pour voir qui est le bon, hein, tout ça. Hein, Razik, tu viens de rejouer avec nous là, comme ça on pourra se faire un petit délire. Ouais, avec plaisir. Parce qu'il y en a marre en fait de pas toujours d'actualité qui fâche, qui énerve, tout ça. On peut jouer aussi, nous. On a le droit de se détendre un peu avec vous, hein, les amis. Et ça nous grandirait. Exactement. Donc Sab, n'oubliez pas. On a un nouvel auditeur, je crois, avec nous, avec Philippe. Ah bon? Ah oui. Ah oui, trop mignon. On a le fils de Philippe, mini Philippe. Philippou, ça va? Il est là. Ça va toi quoi? Attends, bouge-moi, je vais mettre le casque. Vas-y, aïe. Wesh, bien quoi? Travaille avec eux. Il est en train de faire un stage. Tu veux remplacer papa? Il apprend. Ouais, c'est ça. Les bons réflexes. En tout cas, bravo à Sab. Et n'oubliez pas donc de nous adresser vos coordonnées, bien entendu, en privé, en message privé sur Facebook. Merci beaucoup, Samia. Merci pour tout. Merci, mon Razik. Merci, mon Emmanuel. Bonne soirée. Tiens, la question traditionnelle. Samia, que va-t-on manger ce soir? Fais-nous rêver. Alors, tu le sais, tu vas jamais rêver avec moi. C'est encore une soupe, c'est ça? Non. Alors, c'est encore une soupe aux légumes qui a été faite hier et qui va être réchauffée ce soir. C'est une catastrophe, Samia, c'est une catastrophe. Alan. On verra pour l'accompagnement, je sais pas, je vais leur faire un truc. On va faire un truc vite fait, bien fait. Razik, moi, fais-nous rêver, toi. Je vais peut-être vous faire rêver, mais est-ce que je pourrais mentionner l'adresse de qui va me le livrer? Bien sûr, avec plaisir, vas-y, balance. Alors, tout d'abord, ça va être une shorba fric. Pour ceux qui connaissent, c'est la shorba avec une semoule spéciale avec de la menthe et de la coriandre.
Et après, Ouais. le soir, je vais me faire livrer thaïlandais. Ça fait depuis le début du mois, j'ai envie de manger thaïlandais. J'ai un ami qui a un restaurant à Drancy qui s'appelle le Phuket, qui va me livrer une tom yum. C'est une soupe citronnée avec un Ouais. green curry. Alors, green curry, c'est poulet émincé avec différentes épices, avec du piment et avec du riz. Donc, ça va être vraiment soirée épicée ce soir. Waouh. Attention, il est chaud le Razik là. Merci. Emmanuel, Voilà. on mange quoi chez toi ce soir? Je sais pas encore, en fait. Ça, c'est C'est le genre pas de parce mec, que tu vois, là, il je attend, il découvre à arrive à chaque table. fois Bonsoir madame. Bonsoir madame, que mange-t-on ce soir? Hein, c'est ça, hein. C'est presque Philippe, ça, en fait. Yes. Philippe, Ouais. tu manges quoi ce soir? Moi, je mange concombre, radis, non pas radis, concombre, betterave, pardon. Ça se ressemble un petit peu là. Et tomate normalement. Bon, ok. Il y a quand même il y a chez des gens quand même, c'est voilà. J'ai un peu de mal. Et toi, Christophe? Et Eh toi ben moi, c'est ça se sent d'ailleurs. C'est l'avantage d'être à la maison, hein, quand on fait la radio. La shorba, la traditionnelle shorba, les briques, brek. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, elle nous a fait comment ça s'appelle? Ah, attendez, je vais chercher. Je sais plus. Enfin, elle nous a fait un petit gâteau super bon pour couper le romple jeune. Bref, je suis gâté. Calbelouse. Ah. Non, c'est pas de calbelouse, c'est un truc français. Mais c'est bon, c'est trop bon. C'est Tu es gâté, Christophe. diplomate. Est-ce que vous connaissez le diplomate? Oui, bien sûr. Ah oui. Voilà. C'est pas Eh ben, celui, c'est pas le diplomate d'Oran, hein, c'est pas celui-là. Hein. Non, le diplomate. Non, pas Non. celui-là. C'est tombé celui-là. Le vrai diplomate, ma femme Hakima le fait formidablement bien. C'est un régal. Voilà. D'ailleurs, en général, elle fait tout Le bien. niveau est très élevé chez toi. Ah oui, non, Ah, le niveau est très élevé. élevé. Tu es chanceux et gâté, Christophe. Ah oui, non, mais moi, je me plains pas. Je me plains pas, les amis. Je suis même très content. Voilà, ça ferait vraiment indélicat de ma part de me plaindre. Voilà. Bon, je vous souhaite à tous et toutes une excellente soirée. Rendez-vous demain. François Burgas, c'est pour demain, je crois. Oui. Eh oui, les Pour amis. demain. Ah, François Burgas, gros donc, invité demain. fera l'honneur d'être là demain. Super, on est ravis. François Burgas, demain sur France Maghreb 2 dans le LGF avec Soraya Rachedi et Yasser Louati. Merci Emmanuel, merci Philippe, merci Razik Merci à et le vous. meilleur pour la fin. Merci Samia. Bonne soirée à toutes et tous. Sahat Polkom. Et rendez-vous Bonne soirée demain à vous. à 17h Bonne demain. soirée, Salut tout le monde. Ciao, Sahat ciao. Inch'Allah. Ciao. Restez chez vous. Le surtout. Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2.